Parcours d'un champion. Dans vos écoles, dans vos la nation. Une émission de promotion de la culture de l'excellence à travers l'histoire témoignée du parcours tant académique que professionnel de modèles de champions en vue de susciter l'émulation chez les jeunes. Cassiège Togo, les jeunes qui osent. Quand il était au RPT, moi j'y étais pas, mais nous échangions sur différents sujets concernant notre pays et je trouvais que c'était faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit que lui, en tant qu'un des responsables jeunes du parti d'État de l'époque, qui venait voir un de ses anciens professeurs pour lui confier des réflexions sur la marche à suivre pour que notre pays avance résolument vers la modernité. Donc là, c'est un des traits de caractère de M. Aglomé, cette tolérance, cette ouverture d'esprit qui est nécessaire à ceux qui veulent véritablement bâtir un pays. Mais par la suite, j'avoue que quand il a été nommé directeur général du port autonome de Lomé, j'ai eu cette chance extraordinaire de travailler encore avec lui comme consultant. J'ai réalisé 2 projets pour le port autonome de Lomé, un projet sur une évaluation du terminal du Sahel qui se trouve à Tobé-Copé, et puis une autre étude sur les importations, l'impact des véhicules d'occasion dans la dynamique portuaire et dans le développement socio-économique de notre pays. Ce n'est pas parce que M. Aglomé et moi nous nous connaissons, mais c'est un homme rigoureux et très exigeant. Quand il a lu la première version du rapport que j'avais déposé, il m'avait appelé en insistant sur des aspects qui ne lui paraissaient pas convaincants dans le document que j'avais présenté. Et j'ai repris ce travail-là parce que bon, c'est lui le maître d'ouvrage. Mais nous avons discuté pied à pied des analyses que j'ai faites. Et si une analyse ne paraissait pas pertinente ou convaincante, il me demandait d'approfondir et de voir un peu comment est-ce qu'on peut véritablement faire un travail convaincant qui serait utile pour le pays. Ben alors, à partir de là, j'ai senti tout de suite que j'avais en face de moi un homme que j'ai connu comme étudiant, un homme qui s'est inscrit dans un processus de maturation intellectuelle, et puis un homme politique qui, au-delà, si vous voulez, du parti, quelles que soient d'ailleurs les opinions que les uns et les autres puissent avoir de lui, disons, faisait preuve, à mon avis, mon avis peut-être ne compte pas beaucoup, mais faisait preuve d'une certaine ouverture d'esprit que beaucoup de gens ne lui connaissaient pas. Donc, après, il est devenu président de l'Assemblée nationale, nous avons continué à nous voir, j'allais le voir à l'Assemblée nationale, et chaque fois que, bon, il avait un thème à traiter, un discours à faire, on échangeait, véritablement. C'est pas, comment dirais-je, quelqu'un qui consomme ce qu'on lui propose. Vous discutez. Et moi, personnellement, et c'est, disons, c'est la chance des enseignants. Quand vous êtes enseignant ou un consultant, vous avez en face de vous un client ou un partenaire qui n'accepte pas ou qui discute pied à pied vos idées, vous-même, ça vous permet d'avancer et de faire beaucoup de progrès. Et quand il est devenu Premier ministre, j'ai accepté d'être son conseiller. Mais là, j'avoue que nous avons passé 2 années de passion intellectuelle. C'est-à-dire que chaque discours, chaque document, chaque étude, nous la travaillions de façon intensive, mais jusque tard le soir. Et souvent, bon, vous savez que les fonctions politiques sont des fonctions prenantes, et que quelquefois, bon, il y avait le président Yadima à Lomé 2, mais quand il revenait à 17h ou à 18h, à un moment où, bon, moi, en tant que conseiller, mais quand même un homme d'une certaine, comment dirais-je, bon, facilité de vie, que je m'apprêtais à rentrer chez moi pour jouir quand même des fruits de la mer de la journée. Et là, le Premier ministre me dit, non, il ne faut pas partir, il y a du boulot. Et on est obligé de rester là, de travailler quelquefois
jusqu'à 21h. Il nous est arrivé de quitter la primature à 1h du matin. On rencontre ici, c'est le café. Ce café, hier, était source de prospérité et de développement de nos économies. Culture de rente, elle a contribué avec d'autres produits de base à assurer le bonheur de nos paysans et à l'amélioration de leur cadre de vie. Aujourd'hui, le constat est là. Tous les intervenants ici aujourd'hui l'ont dit. À la suite d'une série de conjonctions d'événements, la filière caféière en Afrique est en danger. La libéralisation imposée, la faiblesse des cours mondiaux, la suppression des caisses de stabilisation et d'offices régulateurs des produits de base ont suscité une kyrielle d'hommes d'affaires peu soucieux des intérêts de nos paysans et qui achètent les récoltes fruitières des producteurs à des prix dérisoires. Et souvent, ce sont des étrangers qui ont des moyens qui se substituent dans la plupart des cas à des nationaux dans ces transactions avec les producteurs. Les spéculations éhontées dont nos producteurs sont victimes, incapables qu'ils sont de couvrir leurs charges de production, constituent l'une des raisons essentielles du rétrécissement de la position africaine du café. Il est aujourd'hui important que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international examinent avec nos gouvernements respectifs l'urgence de la mise sur pied d'une caisse de stabilisation de prix dont la gestion doit être confiée aux syndicats des producteurs, aux syndicats des acheteurs et du gouvernement pour mieux assurer les intérêts des masses rurales contre les variations de grande amplitude qui caractérisent les cours mondiaux des produits de base. L'Afrique ne saurait adhérer à la déclaration qui circule en ce moment et qui recommande la suppression de l'intervention financière de la Banque mondiale pour la réhabilitation de la filière café, dont la part de marché dans le commerce international se rétrécit comme une peau de chagrin. Mesdames, Messieurs, face au drame qui se déroule sur le continent, foyers de tension, famine, sida et déscolarisation, enrôlement des jeunes dans des conflits armés, recrudescence du banditisme, il me semble que nos partenaires extérieurs doivent prendre leurs responsabilités devant l'histoire. Samedi 19 mai, peu après la clôture de la conférence, Agbeome Messan Kodjo reçoit dans ses appartements de l'hôtel Hilton de Londres le comité d'organisation de la conférence venu le remercier pour sa brillante participation aux travaux. De retour de Londres où il a participé à la première conférence sur le café tenue du 17 au 19 mai à l'hôtel Hilton de Londres, le Premier ministre Agbeome Messan Kodjo assistera le lundi 21 mai au siège de l'UNESCO à Paris à une exposition d'œuvres d'art sur l'Afrique. Une diffusion culturelle sur l'Afrique au siège de l'UNESCO à Paris, organisée en prélude à la journée de l'Afrique le 25 mai prochain. Avant de visiter les stands d'exposition, le Premier ministre a lancé un appel pour une plus grande mobilisation internationale en faveur du développement de l'Afrique. Je vais dire un mot au nom du président de la République togolaise, président ici de l'OUA, son excellence Gnassingbé Yadema. Je voudrais vous dire toute la joie que j'éprouve d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer avec vous cette journée donc, de l'Afrique, loin du continent. Mais je suis sûr que vous tous ici représentés, vous pensez au continent qui semble être aujourd'hui marginalisé par, je dirais, le phénomène de la mondialisation, dont on a vanté tant les mérites, mais qui crée un monde à deux vitesses. Vous le savez mieux que moi, que 20% des populations de la planète contrôlent 80% des ressources de notre planète. Et que sur le continent africain, où nous comptons 800 millions d'âmes, il y a 350 à 400 millions d'âmes qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Ceux-là, vos frères, vos sœurs, vos enfants sont très loin de cette expérience que cet Américain vient de réaliser en payant 20 millions de dollars, c'est-à-dire 15 milliards de francs CFA, pour une balade d'une semaine dans l'espace. Mesdames, Messieurs, je pense que nous plaçons l'événement de ce jour sur le signe de la réflexion et de la mobilisation pour le continent. Nous voulons de la démocratie, nous voulons le respect des droits de l'homme, nous voulons des programmes d'ajustement structurel
mais qui prennent en compte également les difficultés de nos populations, parce qu'en fait, si les Nations Unies ont déclaré que la pauvreté est une violation des droits de l'homme, nous considérons que les Nations Unies doivent joindre l'acte à la parole, d'autant plus qu'aujourd'hui, les programmes d'investissement structurel créent dans nos pays une grande pauvreté. On ne peut pas faire de la démocratie lorsqu'on n'est pas libre. Car en Afrique, il y a un proverbe qui dit « le ventre affamé n'a point d'oreille ». Je voudrais que les hommes et les femmes qui se battent pour une nouvelle civilisation se donnent la main pour que demain, le monde soit réellement un monde humaniste, un monde de partage, parce que si l'intelligence humaine a créé beaucoup de richesses, il me semble que dans son partage aujourd'hui, les règles doivent être revues. Et c'est en cela que je voudrais que nous tous, nous puissions donc travailler ensemble pour agir sur les institutions multilatérales et internationales afin que la solidarité ne soit pas seulement un mot qu'on utilise pour endormir les consciences, mais réellement quelque chose d'agissant. Je vous remercie. Je suis venu pour vous témoigner l'amitié et la solidarité du peuple togolais par rapport à cet événement. Je vous remercie. Il rendra en outre une visite de courtoisie au directeur général de l'UNESCO qui a tenu à exprimer sa satisfaction en ces termes. J'ai heureusement le plaisir de d'avoir rencontré le nouveau Premier ministre l'année dernière lors de ma première visite au Togo. Je l'ai rencontré à Kala, donc c'était une heureuse retrouvaille à titre personnel. Mais officiellement, j'étais très heureux d'avoir pu passer un review de la coopération existante entre le Togo et l'UNESCO. Et je veux certainement renforcer cette coopération. Même son de cloche à Rome, en Italie, ce vendredi 25 mai 2001, à la Villa Madama, où les ambassadeurs africains accrédités à Rome se sont retrouvés avec leurs homologues européens pour célébrer la journée de l'Afrique. Une journée du 25 mai 2001 qui a marqué le 38e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine. Un invité de marque à ces manifestations, Agbéomé Messan Kodjo, Premier ministre du Togo, représentant pour l'occasion son Excellence Gnassingbé Eyadéma, président de la République togolaise, président en exercice de l'OUA. Dans son discours de circonstance, le chef du gouvernement a tout d'abord remercié le Collège des diplomates accrédités à Rome pour l'honneur qu'ils font d'une part à l'Afrique et d'autre part au Togo par la célébration de cette journée anniversaire qui marque les 38 ans de l'OUA. Il a en outre transmis à l'assistance le salut fraternel du président Eyadéma avant de donner lecture du message du président de la République dont nous vous proposons un extrait. Aujourd'hui, en dépit des efforts déployés pour débarrasser le continent des conflits armés, des maladies, de la misère, force est de constater que nos États éprouvent toujours d'énormes difficultés dans leur dévotion à la promotion de la paix et du développement durable. De fait, de nombreux défis auxquels nos États sont confrontés, tant en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité, que pour ce qui est du développement économique et social, illustre clairement la précarité de la situation dans laquelle l'Afrique malheureusement se trouve. Nous ne cesserons de réclamer l'annulation pure et simple et sans condition de la dette africaine, tout en ayant à l'esprit notre résolution à affecter les fonds libérés à l'éradication de la pauvreté et à offrir à ces 350 à 400 millions d'âmes sur les 800 millions que compte le continent les chemins de l'espérance. Un discours bien apprécié du Collège des ambassadeurs présents, dont certains n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Le message est un très bon message. Certains messages qui sied en la circonstance, surtout comme le Premier ministre l'a dit, à la veille de la naissance de ce grand événement que l'Union africaine. Et nous pensons que c'est un message de très haut niveau qui interpelle la conscience internationale et qui aussi ne
cache pas les vrais problèmes que nous connaissons. Donc nous nous réjouissons personnellement de la présence du Premier ministre ici. C'est un honneur que le chef d'État togolais nous fait en l'envoyant présider nos manifestations d'aujourd'hui, qui sont des manifestations de solidarité traditionnelles entre l'Italie et le continent africain. Nous tenons à remercier Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Bon, d'abord pour moi, je l'ai vu à Brazzaville lors du dialogue. Il a représenté le président Yadema. Il a fait un message qui a attiré l'attention de tous les Congolais. Je le retrouve ici, c'est à ma grande satisfaction. Et le président Yadema nous a fait l'honneur de faire présider notre anniversaire par son Premier ministre. Et nous étions très satisfaits parce que les points soulevés par le Premier ministre, le problème de la dette, le problème de la famine, de la pauvreté, le problème des maladies en Afrique, c'est ça le problème d'actualité aujourd'hui. Et je crois que le Premier ministre a bien fait de soulever ces questions devant les hautes autorités compétentes de l'Italie et nous sommes très ravis. J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer notre fierté et notre grande joie au Premier ministre du Togo pour la brillante déclaration du président Gnassingbé Eyadema qui sied à la circonstance, surtout avec la perspective de l'événement de demain. Je crois que ça a été un discours très équilibré, très concret, très responsable, qui a montré nos défis, nos contraintes et notre détermination à aller de l'avant pour une Afrique beaucoup plus forte, beaucoup plus unie et beaucoup plus prospère. Je dois dire qu'en ma qualité d'ambassadeur d'Algérie et d'Africain, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir eu l'honneur et le plaisir de saluer le Premier ministre du Togo, son Excellence M. Kodjo. Et je dois dire que nous avons ici à Rome beaucoup apprécié la teneur du message de son Excellence le Président Eyadema, président du Togo et président en exercice de l'unité de l'Organisation de l'Unité africaine. C'est un message d'espoir, c'est un message de détermination, c'est un message, je crois, pour une Afrique nouvelle, c'est un message qui redonne un grand espoir à tous les Africaines et Africains. Et nous, en tant qu'Algériens, pour savoir toute l'action que déploie son Excellence le Président Abdelaziz Bouteflika sur les questions de développement de l'Afrique, sur les questions de paix et de sécurité, de stabilité en Afrique, je crois que pour un Algérien, pour un Africain, je crois que le message du président Eyadema est un message qui répond parfaitement aux objectifs que nous nous sommes tracés. Et nous sommes d'autant plus heureux aujourd'hui que dans quelques heures, l'Union africaine entrera en vigueur. Le chef de l'État italien, présent à la cérémonie, exprimera de son côté sa satisfaction face à l'éveil d'une nouvelle conscience africaine exprimée à travers le message du président Eyadema. Pour Carlo Azeglio Ciampi, le temps est venu pour l'Europe d'aider à un réel développement du continent africain. Et pour témoigner de cette nouvelle vision en faveur de l'Afrique, M. Ciampi a annoncé l'annulation de la dette italienne en Afrique, soit 4,1 milliards de dollars. Un colloque sur le développement de l'Afrique et plusieurs réceptions auront été les autres temps forts de cette célébration. Des manifestations similaires ont été organisées le même jour à Paris et présidées par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Togo, M. Kofi Panou, au siège de l'UNESCO à Paris. Donc, on sent que Agbéoumé Kodjo aimait le travail qu'il faisait. Il était passionné. Il cherchait véritablement l'excellence. Par exemple, nous avions, comme dans beaucoup de services officiels, nous avions un tableau sur lequel lui-même écrivait ses idées. Il exprimait ses idées en disant, sur tel point, voici ce que moi je pense, etc. Jusqu'à la fin, il déroule les feuilles et puis ensuite, nous lisons, nous discutons, nous améliorons, nous supprimons et ensuite, ces feuilles-là, nous les arrachions, nous les donnions à la secrétaire ou au secrétaire, un jeune très dynamique qui mettait tout en musique. Il participait lui-même. Et ça, je crois que c'est un trait de caractère extrêmement important sur le plan intellectuel. Ce n'est pas un consommateur d'idées. Quand vous avez des conseillers, si vous-même, vous n'avez pas une certaine envergure intellectuelle qui vous permette de digérer les conseils ou les études qui vous sont proposées, bien évidemment, on peut vous induire en erreur, ce qui n'était pas son cas.
Et moi, de mon côté, chaque fois qu'il avançait une idée, n'étant pas quelquefois d'accord avec lui, je ne manquais pas de lui dire que « Ah, ça, c'est pas bon, ça, c'est bien, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. » Et je pense que nous arrivions toujours à un compromis. Et ça, je crois que, bon, sur la place, je connais beaucoup de gens de ma génération qui sont des intellectuels. Je pense qu'on peut classer parmi nos compatriotes M. Abdono Kodjo comme étant un intellectuel d'une grande envergure et qui plus est un homme politique, je dirais, courageux. Promouvoir les relations entre les civils et les militaires pour le maintien de la paix et la sécurité, telle est la préoccupation essentielle des participants à ce séminaire international, des participants venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Plusieurs intervenants, dont l'ambassadeur de France au Togo, Jean-François Philippe de Valette, ont pris la parole pour saluer cette initiative du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique. Les travaux ont été ouverts par le Premier ministre Messan Agbeome Kodjo, qui a signifié aux délégués que l'Afrique a plus que jamais besoin de paix, de sécurité, afin qu'elle consacre son énergie et ses ressources à promouvoir le développement économique et social. Mesdames, Messieurs, chers séminaristes, la promotion des relations civilo-militaires en Afrique, facteur de paix et de sécurité en Afrique, est au cœur des préoccupations actuelles de nos États, car notre continent a plus que jamais besoin de paix et de sécurité, afin de consacrer son énergie et ses ressources à promouvoir le développement économique et social, lutter contre la pauvreté, la faim et les grandes endémies. C'est pourquoi je voudrais féliciter le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique qui a pris cette heureuse initiative. La prise de conscience de l'importance des relations entre militaires et civils dans nos pays ne fait l'ombre d'aucun doute, si l'on en juge par les différentes rencontres qui ont eu lieu autour de ce thème et par l'édition récente des États membres de l'Organisation de l'Union africaine. En effet, après la conférence de Bujumbura du 31 janvier au 4 février 1993, la cérémonie de la flamme de la paix qui s'est tenue à Tombouctou le 27 mars 1996, suivie en juillet du séminaire sous-régional qui a abouti à l'élaboration d'un code de conduite des forces armées et de sécurité. Les colloques organisés par la Coalition mondiale pour l'Afrique à Addis Abeba en 1998 et à Abidjan en décembre 1999, le présent séminaire est une preuve supplémentaire de l'intérêt que nos pays portent aux relations entre civils et militaires dans l'édification d'une Afrique moderne et paisible. Du reste, lors des 35e et 36e sommets de l'OUA à Alger en juillet 1999 et à Lomé en juillet 2000, d'importantes décisions ont été prises par les États membres sur les changements anticonstitutionnels en Afrique, notamment l'interdiction des coups d'État et l'établissement des mesures punitives à l'encontre des dirigeants qui accèdent au pouvoir par ces moyens. Pour dire vrai, ces décisions de l'OUA nous fournissent aujourd'hui le cadre historique, juridique et politique de ce séminaire. En effet, dès les premières années de l'indépendance de nos pays, l'Afrique a été secouée par des coups d'État. Certains pays même ont connu des coups d'État à répétition. En réalité, en abordant les premières années de l'indépendance, l'Afrique était un continent affaibli dans tous les domaines. En Afrique, tous les cadres étatiques anciens, y compris géopolitiques, ont été réduits en miettes. Les frontières ont été partout imposées du dehors à des peuples ou ethnies coupés en morceaux,
d'autres administrativement jetés ensemble. Ailleurs, la conquête s'est abattue sur des États déjà constitués, dont les traditions et les cultures ont dans l'ensemble résisté à tous les assauts. Vous comprenez donc que la tâche des premiers dirigeants de l'Afrique indépendante était très loin d'être facile. Tout était à reconstruire. État viable, État-nation homogène, cimenté par une conscience nationale à toute épreuve, des armées républicaines. Or, l'Afrique était confrontée à l'inexpérience du pouvoir politique et administratif dont souffraient ses dirigeants, aux pesanteurs ethniques et rédhibitoires, aux exigences de la guerre froide et aux menées subversives des anciennes puissances coloniales soucieuses de conserver envers et contre tout leur influence et des zones commerciales privilégiées. Face à tous ces défis, les pouvoirs politiques se révélèrent très vite fragiles et incapables de construire des nations homogènes et d'améliorer les conditions de vie des populations. Il en est résulté une période d'instabilité, de troubles sociaux et de politiques que les armées africaines, dans bon nombre de pays, ont tenté de résoudre en se substituant au pouvoir civil. Ainsi, au début des années 90, sur 46 États indépendants en Afrique, au sud du Sahara, l'armée détenait le pouvoir dans 23, soit la moitié. Mesdames, Messieurs, le présent séminaire doit nous offrir l'occasion de poursuivre la libéralisation politique et la démocratisation du continent africain par l'amélioration des relations entre les civils et les militaires. Pour ce faire, nous devons définir un cadre juridique et réglementaire qui organise de façon rationnelle la place de l'institution militaire dans la vie de nos nations. À cet égard, la primauté du pouvoir politique sur le militaire doit être clairement affirmée. L'État fera en sorte que sa politique de défense soit en accord avec le droit international portant sur l'usage de la force et toute décision d'affecter les forces armées de sécurité à des missions internes devait être conforme aux procédures constitutionnelles. Dans tous les cas, le pouvoir politique devra veiller à ce que les forces armées de sécurité ne portent aucun préjudice à la population civile ni de dommages à la propriété privée. Nous devons également définir des principes clairs qui facilitent le fonctionnement de nos institutions en relation avec le rôle que l'armée joue dans nos pays. Parmi ces principes, les plus importants demeurent la stricte neutralité des forces armées de sécurité dans le jeu politique de nos pays et le respect de la légalité républicaine. À cet égard, les acteurs politiques devront éviter de faire appel aux forces armées de sécurité afin de régler des différends qui les opposent aux autres protagonistes du jeu politique. Ils devront éviter de diviser les forces armées, car ces dernières remplissent des missions difficiles et constituent le socle sur lequel doit se bâtir l'unité nationale et la cohésion de nos pays. Il ne saurait donc être question, comme ce fut le cas dans l'histoire récente de certains pays, de classer les militaires en groupe de démocrates et d'antidémocrates, avec pour effet de compliquer le processus de démocratisation et de libéralisation de nos pays. Il conviendra également de bien séparer les missions des forces de sécurité de celles des forces armées. Enfin, nous devons élargir les missions de nos armées à de nouvelles tâches, notamment dans le domaine humanitaire, améliorer les moyens matériels et financiers de leur mission et accroître, grâce à une formation poussée, leur maîtrise des armements. C'est pourquoi il serait souhaitable que notre séminaire puisse déboucher sur des propositions concrètes, notamment la création d'un comité technique de rédaction
d'un code de conduite pour les forces armées de sécurité, code qui verra le jour avec l'assistance de l'OUA, de l'ONU, des experts et des partenaires techniques de la communauté internationale. Mesdames, Messieurs, améliorer les relations entre les civils et les militaires, c'est privilégier la soumission de tous à la loi. C'est bâtir la paix pour assurer le développement économique et social de nos pays. Dans un monde soumis à des mutations rapides, nous avons l'ardente obligation d'offrir à nos enfants et à la jeunesse un monde meilleur, débarrassé des œuvres de persécution, des exclusions, de la faim et de la maladie, car c'est dans le cœur et l'intelligence de tout enfant que les rêves d'aujourd'hui construisent le monde de demain. Vous ne trouverez pas beaucoup de gens courageux parce qu'aujourd'hui nous parlons de démocratie, mais il y a un homme politique grec qui disait que c'est Périclès qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté, ni de liberté sans courage. On ne peut pas faire la politique en Afrique si on n'est pas courageux. Il faut avoir le courage de ses opinions et beaucoup de gens, je pense, pouvaient facilement prendre exemple sur lui. Bon, je crois à la fois, donc pour me résumer, bon, quelqu'un que je connais qui est d'une très bonne envergure intellectuelle, mais que sur le plan professionnel, vise toujours le meilleur pour lui-même et pour le service qu'il a en charge, et aussi pour les gens qui sont autour de lui, les gens qui travaillent pour lui. Je crois qu'il est soucieux d'améliorer leurs conditions matérielles d'existence, de travail, et c'est important. Ce n'est pas un chef qui navigue tout seul, qui dit bon ben moi, je suis directeur général de tel service, les autres n'ont qu'à se débrouiller. Non, il est soucieux parce qu'il sait que c'est les hommes qui bâtissent un pays, c'est les hommes qui bâtissent un service, que sans les hommes, sans leur courage, qu'aucune équipe n'irait pas très loin. Et donc aujourd'hui, je crois qu'on peut dire qu'il se situe pratiquement dans la logique de ceux qui pensent, et je crois ne pas trahir sa pensée si je dis cela, mais si je trahis sa pensée, lui-même rectifiera, que aujourd'hui, ce dont nous avons besoin en Afrique, c'est des équipes compétentes qui travaillent sous des leaders déterminés, mais équipes compétentes dans la diversité des horizons intellectuels, mais aussi dans la solidarité et envers les plus faibles et dans le courage de pouvoir toujours bien faire dans l'intérêt général. Messant Agbéomé Koyo, Premier ministre du Togo, arrive à l'aéroport Maya-Maya de Brazzaville. Représentant personnel du chef de l'État togolais, Gnassingbé Yadema, président en exercice de l'OUA, au dialogue intercongolais. Messant Agbéomé Koyo était également porteur d'un message personnel du chef de l'État togolais à son homologue du Congo. Cérémonial d'accueil par les officiels à l'aéroport Maya-Maya de Brazzaville. Messant Agbéomé Koyo va vers le salon d'honneur en compagnie du ministre congolais de la Défense qui l'a accueilli. Honneur militaire. Bref entretien en tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport Maya-Maya de Brazzaville. Monsieur le secrétaire général de la francophonie, monsieur le secrétaire général de
l'honneur que vous me faites aujourd'hui, en me donnant l'occasion d'intervenir devant cette auguste assemblée, est grand. Personnellement, je ne pense pas que je le mérite, puisque je suis simplement ici le représentant de votre frère et ami, président de la République du Togo, président de l'exercice de l'OUA, son excellence Gnassingbé Eyadema. Cette voix, nous la devons, vous la devez au président Sassou Nguesso, grand patriote, homme de paix. Homme de paix et de dialogue, profondément attaché à la grandeur de son pays et du continent africain. Sans son sang-froid, son sens élevé de compromis et de tolérance, sans son sens de devoir et de responsabilité, le Congo n'aurait pas retrouvé aussi rapidement les marques d'une nation. Les marques d'une nation tournée vers le progrès et le bonheur de ses concitoyens. Au président Bongo, chef de l'État gabonais, médiateur international, l'Afrique est fière de vous. Vous avez brillamment réussi une mission qui apparaissait au prime abord impossible. Vous démontrez ainsi à la face du monde qu'avec beaucoup de volonté, de conviction, de persévérance, de la foi, que l'Afrique peut par elle-même trouver les chemins de la paix et de son unité sans intervention extérieure. Vous savez ici, Excellence, Monsieur le Président de la République, les félicitations de votre frère et ami, le président Eyadema, dont la dévotion pour la paix et la dignité de l'homme noir constitue une priorité absolue que vous avez en partage. Frères et sœurs congolais, une nouvelle page s'ouvre pour vous aujourd'hui. Le monde entier vous regarde et attend de voir ce que vous ferez. Des résolutions pertinentes qui ont sanctionné vos travaux. Il vous appartient d'œuvrer à la traduction de vos engagements dans vos comportements et actes quotidiens. Et plus belle, la nation congolaise qui a besoin de tous ses fils pour poursuivre son histoire dans la paix et le bonheur partagé de tous ses fils. Dieu vous y aidera et je suis convaincu qu'il
déverse déjà et abondamment ses grâces sur le Congo, les Congolais et la Congo. Les images qui se passent de tout commentaire, vous constatez de vous-même, toute la salle était en délire, une salle hystérique qui a salué et ovationné le dynamisme, l'éloquence du tribun Agbeome Kodjo. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que lorsque, en 1993, nous avons fini le combat qui a permis de toute façon de stabiliser le pays et de redonner donc la plénitude de moyens de mon chef de l'État, le président Yadema, je fus désigné pour aller redresser le port de Lomé. J'avais pris une partie donc dans ce combat démocratique et beaucoup de gens venaient me voir. Vous dites que les gens Yadema vous aimaient, vous avez fait ceci. C'est un truc pourri là, comme ça, là, qu'on a pu vous attribuer. J'ai dit non, moi j'aime le défier. Et donc, sur, en tout cas mon parcours professionnel, le port de Lomé fut une étape extrêmement importante. Parce qu'en fait, c'était très difficile, une entreprise de toute façon menée par la grève générale limitée, une entreprise où le personnel de toute façon, où les syndicats sont en tout cas, comment je dirais, en conflit, où il n'y avait personne, où il n'y a pas un seul navire, où il n'y avait pas un seul navire. Moi, je me souviens que j'avais rencontré le président Sogolo, donc à Paris, et qui me disait que lorsque vous étiez au port, les navires ne venaient plus à Cotonou. Et je lui ai dit, lorsque nous étions en grève, nous avons envoyé les navires chez vous. Mais lorsque la paix est revenue, on n'a pas tué rappel. On a dit, nous, on a vu que non, maintenant, vous pouvez revenir chez nous. Donc, on a rigolé. Mais ça aussi, il faut avoir une vision. Nous avons une vision de faire du port de Lomé une référence. Nous avons une vision de toute façon de rivaliser avec le port autonome d'Abidjan. Et donc, nous avons trouvé aussi le personnel, le capital humain qu'il faut. Il y a eu cette volonté-là, cette convivialité. Et je pense qu'en peu de temps, ça a laissé des traces. Et donc, ça aussi, c'est un élément du parcours également qui m'a beaucoup émerveillé. L'Assemblée nationale fut aussi un parcours extrêmement intéressant. Questions au gouvernement qui viennent s'expliquer. On suivit les questions des députés juniors. Nous nous sommes rendus compte qu'après l'installation du bureau d'âge, la plupart des ministres, sauf le ministre du Travail et de la Formation publique, ont quitté la salle. Pouvez-vous expliquer ce qui peut justifier ce départ précipité? Les membres du gouvernement étaient presque tous présents. Ceux qui devaient se poser cet après-midi ou ceux qui n'étaient même pas étaient conviés. Dans une procédure habituelle, normale, après la suspension, les invités se retirent. La plupart des membres du gouvernement qui étaient là étaient des invités à la cérémonie d'ouverture. C'est ainsi que nous l'avons compris. Pour ce qui me concerne,
En venant ici, j'ai pris l'ampleur du travail qui m'attendait, de la responsabilité que je devais assumer devant vous. Donc, il fallait préparer bien mon exposé. Donc, c'est pour la bonne cause que je me suis retiré moi, mais de façon collective, puisque nous étions ensemble. Il y avait quand même un, vous l'avez dit, qui nous représentait. Je crois que beaucoup ont pensé qu'après la cérémonie, les discours, il fallait se retirer pour que vous mettiez en place votre bureau. Nous avons constaté avec amertume que, au niveau de nos collèges, la formation civique et morale est de plus en plus ignorée. Mais pour arriver à préparer une jeunesse pour un meilleur développement de notre pays, il faut dès maintenant tout mettre en œuvre afin que nous, jeunes de maintenant, nous soyons des jeunes dynamiques, conscients de nos travaux, afin de travailler pour notre pays. Et je vous fais savoir en même temps, si ce que vous, nos aînés, vous avez eu à la base cette formation civique, il n'y aura plus maintenant ces problèmes de crise politique, de non-paiement des parents. Donc, on vous invite et je vais vous donner la parole pour que vous puissiez nous dire que pensez-vous de la formation civique et morale. Avant de venir répondre à vos questions ici, j'avais à mes côtés mon collègue de l'éducation nationale et de la recherche. Et j'ai pris soin de lui poser la question de savoir si les cours d'éducation civique ou d'instruction civique, comme on l'appelait à notre époque, sont dispensés. Il m'a répondu oui, ces cours sont dispensés. Puis ce fut le tour du ministre de la Santé, M. Charles Kondi Agba, qui est intervenu sur les diverses conséquences néfastes du sida. J'ai voulu vous sensibiliser à nouveau sur cette peste des temps modernes. J'ai souhaité accroître encore plus votre prise de conscience sur le fléau, sur ce fléau des pays pauvres. Parce que le sida, justement, affecte surtout les pays pauvres. On compte que dans le monde entier, il existe à peu près 35 millions de malades. Et bien, en Afrique seulement, en Afrique subsaharienne, chez nous, il y a près de 28 millions. Sur 35 millions, 28 sont chez nous. Ce que le programme national de lutte contre le sida nous enseigne, que nous disons à vos aînés, c'est 3 mots. Abstinence, fidélité ou préservatif. Le ministre de l'Éducation s'est lui apaisanti sur le rôle de l'éducation dans le bien-être de l'individu et de la société. Les députés juniors, étant des élèves, connaissent effectivement les difficultés que traverse l'école togolaise. Et vous les avez soulignées en parlant du manque d'enseignants, du manque de locaux, du manque de matériel, de vétusté de certains locaux, de cours sous des appartements, et vous nous demandez ce que le gouvernement fait pour améliorer cette situation. Est également intervenue la représentante du ministre des Affaires sociales et de la promotion de la femme, qui a parlé de la politique de protection et de promotion de la jeunesse adoptée par son département. Quant à la représentante du ministre de la Justice, en charge des droits de l'homme et de la promotion de la démocratie, elle a donné aux députés juniors des notions des droits de l'homme en général et des droits spécifiques des enfants en particulier. Je vous remercie de me donner l'occasion de parler de mon ami, mon petit frère, Gabriel Mensah-Guillaume Kodjo, que j'ai eu l'honneur de remplacer au ministère des Sports après la conférence nationale souveraine. Brillant, élégant et sûr de lui. Le Bénin, ou précisément le Dahomey, a toujours été considéré comme le quartier latin de l'Afrique. Maga, Akwiti, Aomadegbe, Zissou sont des figures qui ont leur place au panthéon de la patrie africaine aux côtés de Senghor, de Houphouët, de Nkrumah, Diori Amari, Nyerere, Jomo Kenyatta. La réalité, c'est qu'au Bénin, le peuple a toujours eu droit à la parole.
quelle que soit la forme politique qu'a revêtu le projet social. Et cette souveraineté populaire plonge ses racines dans un passé plus profond encore. Guézo, un jour, remit à ses enfants une jarre trouée et leur demanda de la remplir d'eau. Ainsi commence la légende. Mais est-ce à moi de vous la conter, puisqu'elle rythme chaque battement de vos cœurs et chaque note de votre voix emporte l'écho. Est-ce à moi de vous parler du roi Tofa, figure historique, qui, alors que beaucoup de souverains du golfe de Guinée hésitaient encore, prit le pari d'ouvrir son peuple sur le monde et d'accueillir l'étranger et de fonder avec lui, sur la base du respect mutuel, des relations qui servent à l'épanouissement de son peuple et à la grandeur de son royaume. Son sens d'ouverture et la pertinence de sa vision ne restent-ils pas attachés à cette grande ville de Porto Novo, qui abrite le temple de l'amitié entre les peuples et de la démocratie qu'incarne votre assemblée? Chers collègues, est-ce à moi de vous évoquer la mémoire de Kondo le requin, au nom tout aussi mystique que Béanzin? Je m'en voudrais cependant de ne pas citer quelques-uns des propos qu'il aurait tenus selon Jean Pliat, à un moment crucial de sa vie. À mon destin, je ne tournerai plus le dos. Je ferai face et je marcherai, car la plus belle victoire ne se remporte pas sur une armée ennemie ou des adversaires condamnés au silence du cachot. Est vraiment victorieux l'homme resté seul et qui continue de lutter dans son cœur. Fin de citation. Connaître et accepter les conditions de son existence, de son environnement, prendre sur soi de relever les défis qui se présentent, car c'est un défi majeur que de remplir une jarre ajourée d'eau. Voici des principes donc qui fondent le citoyen béninois et qui lui inspirent les valeurs qu'il cultive si merveilleusement chaque jour: la solidarité, la confiance en soi et le courage à toute épreuve. Le fruit de cette germination diachronique, mesdames, messieurs, c'est ce florilège de valeurs dont recèle aujourd'hui le Bénin. Mon frère ami Maurice Mélégué, s'il avait été ici, ne me contredirait pas que le Bénin est le prolongement de la partie des hommes intègres, tout comme le Togo est d'une certaine manière l'autre nom du Bénin. Ma délégation et moi-même aurions pu arriver à Porto-Novo par la pirogue. Mon village natal, Tokpli, est en effet situé donc sur la berge du Mono, pas très loin d'Atiémé et de Lokossa, qui, soit dit en passant, ne sépare pas, mais constitue le lien vital entre nos deux peuples. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, honorables collègues, que ce qui fait la grandeur du Bénin fait la fierté du Togo. J'ai été aussi marqué par la première édition donc, du Parlement des enfants. Moi, j'exhorte de toute façon les autorités politiques de notre pays, en tout cas, à remettre au goût du jour donc l'organisation annuelle du Parlement des jeunes. Si nous voulons de toute façon rassembler la nation, si nous voulons que les jeunes du pays nous se reconnaissent et qu'ils travaillent ensemble pour la grandeur de ce pays, c'est un exercice de toute façon qui a marqué l'opinion. Du siège du Parlement hier, les députés juniors se sont retrouvés ce matin pour l'ouverture solennelle de la première édition de leur session parlementaire. À leur côté, leurs aînés, dont le président Messan Agbeyomi Kodjo, qui a dans son discours de bienvenue exposé à ses cadets l'image et les tâches d'un député. Aujourd'hui, vous représentez l'Assemblée nationale junior parce que venant de toutes les circonscriptions électorales de notre pays, vous portez à partir d'aujourd'hui une lourde responsabilité, celle de rester et de demeurer un modèle de bon élève, respectueux des parents et des professeurs et respectueux des institutions. Vous devez cultiver le goût du travail bien fait. Considérez l'autre comme votre frère qui a droit à la dignité et au respect. En le méprisant, vous méprisez vous-même. En le trichant, vous trichez vous-même. En le dénigrant, vous dénigrez vous-même et affaiblissez ainsi la nation. Pendant ces quelques jours, vous serez initié à la pratique parlementaire. Des ministres viendront vous faire des exposés sur des questions d'actualité
et de vos préoccupations. Vous leur poserez librement toutes les questions que vous souhaitez. Vous savez, ce qui en a été la présidente, j'ai concouru à ce qu'il aille à la tribune des Nations Unies, où elle a pris la parole pour de toute façon défendre le droit des enfants. Qui est-ce? Le nom va me revenir, mademoiselle brillante, hein. Elle est en ce moment aux États-Unis. Le président du Parlement junior a dans son discours d'ouverture insisté sur la place sociale qui doit être accordée à la femme par rapport aux différents rôles qu'elle joue dans la société. La jeune Fati a d'abord félicité les autorités togolaises pour leur lutte en faveur de la promotion féminine avant de faire observer que beaucoup d'efforts restent encore à faire. Au Togo, a-t-elle poursuivi, les femmes représentent 51% de la population, mais seulement 8,33% sont au gouvernement, soit 2 femmes sur 24 ministres, et 6,75% au Parlement des adultes, soit 5 femmes sur les 79 députés. Le Parlement des enfants a réalisé un score de représentation féminine jamais égalé au Togo. Comme vous pouvez le constater, nous sommes 25 jeunes filles sur les 81 députés juniors. Soit 30,86%. Par ce stade, nous venons de donner un bel exemple aux hommes politiques de notre pays. Et nous les exhortons à rendre la femme la place qui est la sienne sur l'échiquier politique national. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel solennel aux formations politiques, comme l'a déjà fait le président de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture de la première session ordinaire le 4 avril 2000. À offrir lors des prochaines élections davantage de place aux femmes afin qu'elles soient plus nombreuses à l'Assemblée nationale, dans les conseils municipaux, les conseils de préfecture et au gouvernement. Chers collègues, notre mandat est placé sous le signe de la protection des droits de l'enfant. À travers ce thème principal, nous accomplirons pleinement notre fonction classique d'un Parlement. Nous aurons à élaborer et à adopter les lois d'une part et à contrôler l'action du gouvernement d'autre part. Prenant en compte le thème principal de ce premier mandat, à savoir la protection des droits de l'enfant, Mademoiselle Aruna Ouenou s'est appesantie sur l'un de ses droits qui est l'éducation. Aujourd'hui, en effet, la question de la démocratie est devenue la première préoccupation de la communauté internationale. Il n'est un secret pour personne que pour bâtir une vraie société démocratique et respectueuse des droits de l'homme, il faut accorder une place privilégiée à l'éducation des enfants, qui a pour but de lutter contre l'ignorance, pire forme de servitude, et de préparer la jeunesse à une participation active et responsable à la vie de la cité. Ainsi en témoigne l'article 26, alinéa 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, selon laquelle l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il faut particulièrement féliciter l'Assemblée nationale qui, dans ce domaine, a autorisé le 30 juin passé la ratification de la Convention relative à l'interdiction des pires formes de travail des enfants, qui est un instrument juridique de protection de leur santé en partant de leur épanouissement. L'éducation a besoin de la fois des stratégies à court terme et des stratégies à long terme pour être en mesure d'offrir à tous les possibilités d'apprentissage appropriées et viables. Elle contribue à ne point douter du développement économique, social nécessaire à l'épanouissement de tout un chacun. C'est pourquoi nous, députés juniors, devons rendre un hommage mérité au chef de l'État pour avoir décidé de faire de l'éducation le cheval de bataille de sa politique. Grâce à son action personnelle, l'histoire de notre éducation est marquée par l'introduction de nouveaux programmes qui intègrent la formation civique et l'enseignement des droits de l'homme dans les établissements scolaires depuis 1998. Nous reconnaissons les efforts fournis par le gouvernement togolais dans le domaine de l'éducation et nous le félicitons. Une séance plénière qui marque la clôture de la première édition de la session parlementaire des députés juniors a débuté par l'adoption du projet d'ordre du jour, suivi du compte-rendu de la troisième séance plénière. A suivi la série de communications relatives, entre autres,
à l'audience sollicitée par le président de l'Assemblée nationale auprès du président du Parlement junior et celle sollicitée par les députés juniors et accordée par le président de la République. Les jeunes parlementaires ont ensuite adopté une proposition de loi relative à l'éducation et à la protection des droits de l'enfant. La cérémonie de clôture proprement dite a commencé par les interventions du représentant de l'UNICEF, Tom Bergman, et celui du PNUD, Victor Womicho Maoulawe, qui ont tour à tour salué l'idée de création d'un parlement des enfants qui, selon eux, répondent aux aspirations de leurs deux institutions. Pour sa part, le Premier ministre Eugène Kofi Adoboli a dans son intervention relevé l'importance de la jeunesse dans la continuité de toute nation avant de saluer la politique de développement initiée par le président Eyadema. L'avenir appartient aux jeunes. Ce n'est pas une poésie, c'est la réalité. Toute nation qui néglige sa jeunesse néglige de ce fait son développement et hypothèque son avenir. Le président de l'Assemblée nationale, Vincent Agboyome Kodjo, a lui insisté sur les valeurs symboliques du blanc porté par ses cadets avant de les féliciter pour le travail abattu. Les élus que vous êtes doivent, au cours de votre mandat, qui dure 1 an, accompagner l'action gouvernementale dans la consolidation de la démocratie, de l'état de droit, de la promotion de la protection des droits de l'homme et de l'enfant. Cette session n'a pu avoir lieu que grâce à la paix et la sécurité retrouvées qui règnent dans notre pays. Vous devez donc tout mettre en œuvre pour préserver ces atouts indispensables pour l'édification de votre avenir, car sans elles, les conditions de développement de votre épanouissement seront compromises. En clôturant cette session, la présidente de l'Assemblée nationale junior, mademoiselle Aruna Kwenou Fatima Bel, s'est félicitée de l'expérience acquise au cours de cette session. La session est donc clôturée, mais les enfants députés, avant de regagner leurs parents, feront un peu de tourisme en visitant certaines sociétés, certains services et hôtels de notre pays. Le Parlement junior, contrairement au Parlement senior, est au complet. Il compte 81 députés issus des 81 circonscriptions électorales qui se partagent notre pays. Le doyen d'âge a 16 ans et le plus jeune député junior 11 ans. Le Parlement des enfants compte dans ses rangs 25 jeunes filles, ce qui lui donne un caractère véritablement mixte, une particularité que devrait lui envier l'Assemblée nationale grandeur nature. Parmi les jeunes députés, certains en sont à leur premier voyage à Lomé, la capitale. Mademoiselle Nboua Juliette de Kéran-Est. Je suis très contente de découvrir cette ville pour ma première fois. Vraiment, le Parlement m'impressionne. C'est une occasion aussi de connaître les ministres parce que souvent, nous les suivons à la télé. Évidemment, l'initiative de rassembler les jeunes pour un Parlement en miniature ravit les principaux bénéficiaires, les honorables députés juniors. Cette expérience, je la trouve bien parce que nous, les enfants, nous avons aussi besoin de savoir ce que nos grands font à l'Assemblée. Une autre particularité du Parlement junior, sa présidence est assurée par une jeune fille au caractère plutôt bien trempé et qui prend son rôle très au sérieux. Le Parlement des enfants a réalisé un score de représentation féminine jamais égalé au Togo. Mademoiselle Aruna Wenouawa Fatima Bel a sidéré plus d'un par sa prestance, son aisance, la facilité avec laquelle elle a assumé sa responsabilité. Ses petits camarades et les vrais représentants du peuple, elle dira à ses collègues, sont tous sous le charme. Notre présidente, vraiment, elle a mérité cette place. Elle dirige bien l'Assemblée, elle a du courage. Je la trouve très impressionnante. Le bureau de l'Assemblée junior, je le trouve parfaitement bien fait parce que avec une petite fille à la tête de ce bureau, je ne peux que m'en réjouir. Elle est à la hauteur pour une petite de 11 ans. Fatima Bel, 11 ans seulement, est en 4e au collège du littoral à Akpémé. Un bon précoce qu'elle est, avec l'innocence qui caractérise son âge, elle envisage déjà de se lancer plus tard en politique. Ce travail est un peu difficile puisque nous n'avons aucune formation, parler, s'exprimer devant les gens, c'est un peu compromettant et ça donne le trac.
Souvent, je rêve d'être ministre, mais puisque je suis députée aujourd'hui, peut-être que plus tard, je serai ministre. Voilà qui s'appelle avoir de la suite dans les idées. À l'hôtel de la paix ce matin, la présidente du Parlement junior, Haruna Rouenou Fatima Bell, s'est entretenue avec son homologue du Parlement senior, M. Messa Agbeome Kodjo. Il s'agissait en fait d'une visite de courtoisie que ce dernier a rendue à la députée junior pour lui apporter son soutien à elle et à l'institution qu'elle préside. Nous écoutons M. Agbeome Kodjo à sa sortie d'audience. Nous sommes venus ce matin, donc dire à madame toutes nos félicitations pour la manière dont les travaux de leur session a été dirigés. Félicitations également pour les députés qui ont été élus et qui sont venus et qui ont travaillé dans un climat de sérénité et de beaucoup d'intérêt. Nous sommes venus aussi pour marquer notre intérêt, notre respect par rapport aux institutions. Ce n'est pas parce que mademoiselle la présidente de l'Assemblée junior peut être une de mes enfants que je peux considérer que je n'ai pas le droit d'aller chez elle ou que c'est elle qui devait venir chez moi. Nous marquons par là aussi que si nous voulions bâtir la démocratie, si nous voulions construire l'état de droit dans le pays, il faut que nous respections les institutions. Au-delà de tout cela, je suis très heureux de la manière dont la session parlementaire des jeunes s'est passée. Je pense que c'est une expérience à renouveler et c'est aussi l'occasion de dire que la compétence avec laquelle ces jeunes ont conduit les travaux de leur session parlementaire est aussi l'expression de la démocratisation de l'enseignement au Togo. Je pense quand même que nous devons en être fiers de voir qu'à 11 ans, et être la benjamine d'une assemblée et diriger les travaux de mon comme ils ont été dirigés, je pense quand même que les Togolais doivent considérer cela comme un baromètre de ce qui s'est fait en matière de démocratisation de l'enseignement dans ce pays. Et si nous voulions aller davantage de l'avant, il faut que nous nous mettions ensemble pour soutenir les efforts du gouvernement pour que demain, peut-être qu'on trouve des jeunes filles de 9 ans qui dirigent avec autant de brio du moins que le bureau actuel. Voilà ce que je veux dire et je dis tout cela aussi, il faut que les gens du monde le reconnaissent parce qu'en fait, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Mademoiselle Haruna Rouenou, on ne l'a pas importé pour venir diriger les travaux. C'est le produit du système éducatif togolais. Et je dis, nous devons en être fiers. Des amis m'ont appelé de l'étranger parce qu'ils ont écouté sur RFI. Et je dis, j'exprime ma fierté pour cette assemblée. Et donc, je pense, et même d'autres pays de la sous-région sont venus nous demander comment nous avons fait pour de toute façon réussir un truc comme ça. Moi, je me souviens le jour où j'avais conduit cette assemblée de jeunes auprès du président Edema, et le président Edema demandait à la présidente, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Ministre, les gens, c'est en tout cas de ces initiatives que naissent les vocations. Je souhaite vivement, dans la mesure du possible, que nous puissions, en tout cas, même si on ne va pas le faire chaque année, instaurer quelque chose pour que les jeunes de toutes les préfectures se retrouvent, en tout cas dans cet exercice-là. C'est aussi un apprentissage pour préparer les futures élites, les futurs dirigeants de la nation de demain. Donc, bon, à la primature. Il y a eu également beaucoup de choses, mais bref, c'est une carrière de toute façon qui a eu, si vous voulez, beaucoup d'éclat. Donc, à certains endroits, par les mesures que nous avons prises. Aujourd'hui, vous avez le passeport là. Vous avez le passeport aussi facilement. Mais interrogez l'histoire, vous verrez que le chemin qui a conduit à la délivrance facile du passeport, qui est une pièce d'identité, qui est un droit des Togolais, ne fut pas facile.
Mais l'Assemblée, en tout cas la législature que j'ai incarnée, a joué un rôle fondamental dedans pour que ce soit aujourd'hui un produit démocratique, un droit reconnu à tous les Togolais. Les gens ont perdu du boulot ou sont morts à cause de toute façon des difficultés inhérentes à la délivrance donc, du passeport togolais. Les 76 députés présents pour cette rentrée parlementaire ont affiché cette volonté exprimée à travers le discours, ou plutôt le programme présenté par le président de l'Assemblée, Agbeyome Kodjo. Le programme de cette session budgétaire invite le gouvernement à la maîtrise des dépenses publiques, à plus d'ardeur au travail. Les députés souhaitent également une simplification de la procédure de délivrance de passeports. Malgré ce travail remarquable, il faut admettre que des efforts importants restent à faire pour que nos frères et sœurs qui sollicitent ce document pour aller à l'étranger, soit pour aller se faire soigner, soit pour aller poursuivre ses études, soit pour des raisons d'affaires ou bien d'autres. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de mettre en place une procédure simple et claire qui fixe les démarches à effectuer et les documents fournis pour s'assurer de la délivrance de ce type de voyage dans un délai ne devant pas excéder une semaine. L'Assemblée nationale, compte tenu de l'importance qu'elle porte à cette question, qui préoccupe une grande partie de nos citoyens, mettra en place une commission spécialisée pour régler définitivement et rapidement ce problème. C'est en effet un frein à la relance économique de notre pays, en ce sens que si les Togolais ne peuvent pas voyager librement quand ils le désirent, notre pays perd des opportunités d'affaires et limite ainsi son rayonnement sur le plan international.